Bonjour, je m'appelle Philippe Fulsac et dans cette petite vidéo, j'aimerais vous parler d'un thème que je connais assez bien, qui est le thème des interactions entre l'orogenèse et le climat. Alors, euh, je vais d'abord vous donner une motivation pour parler de cette interaction entre ces deux processus, orogène et climat. Et en particulier, je vais vous parler du modèle que l'équipe de géodynamique à l'université Dalhousie a développé dans les années 90. Alors, j'ai rejoint l'équipe de Chris Beaumont, donc l'équipe de géodynamique de Dalhousie en 1988. Et dans cette équipe, j'étais responsable de la conceptualisation et de la mise en œuvre des modèles numériques. Euh, et alors, nous occupions de modèles de géodynamique, c'est-à-dire que nous essayions de créer des chaînes de montagnes essentiellement et des paysages à partir de rien, par ordinateur. C'est peut-être difficile aujourd'hui d'apprécier ce que nous faisions à l'époque et la modernité de ce que nous faisons, puisqu'aujourd'hui, tout le monde peut faire des vidéos, tout le monde a accès à internet, et cetera. À l'époque, je parle de 1988, on n'avait pas encore, accès à internet. Internet n'était pas disponible même dans les universités et tout était bien plus compliqué au niveau informatique, hein. Les machines n'avaient pas la puissance de calcul, qu'elles ont actuellement et en particulier, non seulement nous avons commencé à faire des modèles, disons innovants en géodynamique, hein, mais aussi nous avons cherché à les représenter, à faire des animations, à éclairer nos modèles, à faire du ray tracing, et donc à en donner finalement un rendu, réaliste. Heu donc nous avons littéralement, en partant de rien, en partant des équations de la physique et en faisant des modèles, thermomécaniques, des chaînes de collision en particulier, nous avons, développé, finalement des modèles qui nous permettaient, par ordinateur, de simuler l'évolution de la surface de la Terre. Alors, un processus qui nous a beaucoup intéressés, c'est celui des enfin, le nous avons été beaucoup intéressés aux interactions, en fait, entre la géophysique externe, qui s que par exemple, qui s'occupe de tous les processus de surface, géomorphologie, réseau hydrographique, érosion, déposition, et puis réseau de transport de masse. Donc, nous étions intéressés d'une part par ces aspects-là, mais à long terme, donc sur des échelles de temps géologiques, et les processus géophysiques internes. Donc là, on parle des déformations accumulées par les roches géologiques à large échelle, à l'échelle tectonique. Donc, représentons-nous des échelles où les vitesses sont de l'ordre des vitesses de plaque, donc c'est de l'ordre de 1 à 10 cm par an, on va dire, typiquement 1 centimètre par an. Le type de vitesse à laquelle, par exemple, le continent américain s'éloigne du continent européen actuellement, c'est-à-dire c'est à peu près l'échelle à laquelle l'océan Atlantique est en train de s'ouvrir, s'agrandir. Et donc, nous étions intéressés par ces modèles à ces échelles-là. Alors, on sait évidemment depuis longtemps que l'érosion arrase les montagnes, c'est les modèles de Davis. On a le modèle classique de la dégradation finalement d'un relief en pénéplaine, puis en plaine, ce qui donne une certaine logique au processus géomorphologique. Mais en fait, ce que l'on a découvert à l'époque, hein, notre équipe et d'autres qui travaillaient sur des sujets connexes, c'est un phénomène totalement nouveau. Et alors, donc très rapidement, ça a donné des publications telles que celle-ci en 1992 avec Chris et Juliette, hein. Juliette qui est la nièce de l'artiste Escher, Maurice Escher. Euh, et là, effectivement,
on a effectivement créé les premiers modèles numériques vraiment, comment dire, puissants, on va dire, qui modélisaient l'interaction entre géodynamique interne et externe. Et là, on a parlé de le titre là, et, contrôle érosionnel ou érosif dans les orogènes en compression, actifs en compression. Et là, on voit un petite image de cet article, donc 1992. Et alors là, bon, cette image ne rend pas justice à ce qui a été fait, mais en fait, on a développé vraiment un modèle puissant où on utilisait des équations de la mécanique continue pour, en fait, et on utilisait en alternance et en couplage à la fois un modèle de compression qui fabriquait la chaîne de montagne et un modèle d'abrasion, et si vous voulez, un modèle géomorphologique en surface qui modélisait non pas un, mais plusieurs modèles de transport, plusieurs processus de transport de masse à la surface, donc qui redistribue la masse à la surface du paysage. Voilà. Alors, pour comprendre ce qui se passe, on peut le comprendre aussi comme ça, il faut revenir à quelque chose qui est alors un schéma, on veut dire conceptuel, qui mêle à la fois le climat et donc la tectonique, hein. Alors là, vous voyez un schéma typique, hein, qui illustre le phénomène de pluie orographique. On imagine, alors ça serait le cas typique, ça serait, par exemple la Nouvelle-Zélande, hein. En Nouvelle-Zélande, on a, venant de l'ouest, des vents dominants qui sont, chargés d'humidité. Et là, ce que vous voyez là, ça c'est à peu près ce qui se passe dans l'île du Sud en Nouvelle-Zélande, hein. Donc on appelle ça les Alpes du Sud, la chaîne de montagnes s'appelle les Alpes du Sud. Et on a donc cette humidité qui est contenue dans les nuages, qui va donc se décomprimer diabatiquement quand les masses d'air grimpent en altitude. Il y a une décompression adiabatique, et finalement cette décompression entraîne donc des chutes de pluie qui sont, en gros, les masses d'eau sont proportionnelles à l'altitude, en gros, hein, dans le modèle le plus simple. Et ensuite, on a en aval de la chaîne de montagne, on a de l'air chaud et vidé on a épuisé le contenu en eau des nuages, et on a donc un tout autre type de paysage et une ombre finalement orographique et un désert, un paysage désertique de l'autre côté de la montagne. C'est ce qu'on voit dans les environs de à Christchurch, à l'est dans l'île sud, à l'est du mont Cook, par exemple, en Nouvelle-Zélande, dans l'île du sud de Nouvelle-Zélande. Alors, ce que vous voyez aussi dans ce petit graphique que j'ai pris d'une vidéo de YouTube, ce que vous voyez, et d'ailleurs ce graphique-là est en tout point similaire à celui-là, en fait, parce que nous faisions exactement la même chose bien avant cette vidéo-là. Donc, ce que vous voyez aussi, c'est évidemment il pleut, donc il va y avoir une formation de torrents, et donc les torrents vont, propulsés par la gravité, vont arracher des morceaux de roche aux montagnes, et elles vont donc former, que l'eau va se collecter dans des réseaux hydrographiques que vous voyez là, et éventuellement les sédiments vont être transportés du haut des montagnes, donc les montagnes vont être érodées, les sédiments vont être transportés via ce réseau hydrographique dans le piémont, dans le pied des montagnes. Donc on va avoir une plaine côtière, hein, et puis avec des alluvions et des sédiments, peut-être des deltas. Et en fait, tous ces sédiments-là, éventuellement, vont terminer dans la mer, dans l'océan. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un transfert de masse de l'érosion de ces montagnes dans l'océan. Or, la chose remarquable, et c'est ça qu'on a vraiment découvert, hein, notamment sous la pression d'un théoricien qui s'appelle Dallon, qui était un très bon connaisseur de la mécanique des milieux continus.
et notamment sous l'impulsion de ses travaux sur les prismes accrétionnaires dont je vais vous parler plus tard. Alors, donc, euh, donc je vérifie simplement que oui, la vidéo a l'air toujours en marche. D'accord. Donc, oui. Alors, qu'est-ce qui a été découvert? Eh bien, ce qui a été découvert, c'est que, alors, on devrait s'attendre à ce que tout ce paysage, qui est donc érodé par ces pyrographiques, s'arrase et fin de l'histoire. Et pas du tout. C'est absolument pas ça qui se passe. En fait, ce matériel érodé, et on va voir que l'érosion est vraiment conséquente, et énorme même, cette érosion-là ne va pas conduire à un aplanissement, contrairement à ce que le modèle de Davis prévoit, mais le relief va se maintenir. Et en fait, on sait très bien, et par les moyens que je vais vous expliquer plus tard, on sait très bien que en Nouvelle-Zélande, ben, on a un exemple d'équilibre justement entre la tectonique et le climat. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'érosion, les phénomènes d'érosion donc transportent de la masse des sommets les plus hauts vers les altitudes les plus basses, d'accord. Eh bien, en même temps, finalement, elle décharge les failles inverses, là, les failles en chevauchement, dues à la compression, hein, parce que là, on a une plaque qui arrive ici avec un mouvement, on va dire un mouvement en gros d'est en ouest, d'accord. En fait, la géométrie est plus compliquée que ça, si on a une convergence oblique, mais on va simplifier ici. Et donc, ce qui se passe, c'est que en fait, tout se passe comme si l'érosion, en fait, tirait littéralement les montagnes, aspirait finalement ces sommets montagneux depuis l'intérieur de la Terre. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et pour comprendre pourquoi ce phénomène existe, il faut comprendre la mécanique des frictionnelle, la mécanique des roches cassantes. Et en fait, il faut comprendre ce que c'est que la loi de frottement de Coulomb. Donc, en résumant, ici, en Nouvelle-Zélande, on a un exemple, vraiment un prototype d'exemple, un prototype de modèle d'équilibre entre les phénomènes d'érosion, évidemment liés au climat, hein, et à long terme, d'accord, et les phénomènes tectoniques, donc géophysique externe et géophysique interne, comme je l'avais dit. Alors, ici, on a une vue d'un autre endroit qui est une coupe qui est prise dans l'ouest, dans le nord-ouest de l'Amérique du Nord. Et c'est une coupe à travers une chaîne de montagnes qu'on appelle les monts olympiques. Et là, on a aussi un exemple de ce qu'on appelle un prisme d'accrétion. On a donc une plaque qui subducte ici, et finalement la plaque en subductant, elle tire avec elle une surcharge de sédiments, et ces sédiments sont entraînés par la plaque subductante, mais à la base, donc c'est par un phénomène de frottement, hein. Donc ça, c'est comme une courroie de transmission, mais elle rencontre possiblement un butoir à l'arrière, une croûte, par exemple une croûte épaisse, une croûte continentale épaisse, et donc ce prisme est en compression, et il y a une déformation et une exhumation des roches vers la surface. D'accord. Alors voilà un exemple. Alors derrière cette première chaîne, la chaîne des Monts Olympe, on a une deuxième chaîne qui s'appelle la chaîne des Cascades, qui elle est encore plus élevée, hein. Donc on a d'abord un prisme accrétionnaire et ensuite une chaîne de montagnes derrière, hein. On le voit mieux là-dessus, sur ce dessin. Donc ici on voit typiquement bon, la plaine, ça serait la plaque de Juan de Fuca qui plonge. En jaune, là, vous avez le prisme accrétionnaire dont je vous ai parlé, hein, donc des roches assez
meuble, on va dire, hein. Et la chaîne, ce prisme-là crée donc cette première chaîne qui s'appelle les monts Olympe, la chaîne des monts Olympe. Ensuite, on a un creux et une vallée qui est le Puget Sound. Et ensuite, on a la chaîne des cascades et on rencontre donc les terrains, le craton nord-américain. Voilà. Alors, le modèle de Coulomb. Alors, pour donc bien comprendre pourquoi il y a cette dynamique de couplage entre climat et donc ou géomorphologie et érosion, et cetera et tectonique. Pour bien comprendre pourquoi l'érosion aspire littéralement les roches ou les montagnes, tire la montagne en surface, hein, vraiment un petit peu comme du bootstrapping, hein, se tirer par ses propres bottes. Alors, il faut comprendre comment fonctionne le mouvement relatif des corps quand ils sont mis en friction, hein. Alors, le modèle qui est vraiment intéressant, alors, bon, que dit la loi? Alors, les phénomènes de friction ont été étudiés par Coulomb dans les années 1780 par là, et 1770-1780, et c'est lui qui a établi cette loi selon laquelle, en fait, quand on a deux corps en friction, la force tangentielle est proportionnelle à la force normale appliquée à une surface, d'accord? Et ce coefficient-là est en rapport avec un angle de friction, on a un cône de friction, et donc on a cette relation qui est forcée par la loi de Coulomb entre force tangentielle et force normale. Alors, si on écrit ça sous forme tensorielle, hein, on arrive au critère dit de Coulomb. C'est un critère qui caractérise la rhéologie des couches cassantes, dans une lithosphère cassante. Voilà. Alors, cette rhéologie, si maintenant si maintenant on utilise cette rhéologie pour développer un modèle de déformation, on arrive au modèle des prismes d'accrétion, qui sont donc des prismes qui se comportent, dont la déformation procède justement en respectant le critère de Coulomb. C'est-à-dire que soit le matériel, on appelle ça un modèle rigide plastique, soit le matériel ou les roches, les couches sont rigides, elles se déplacent en bloc, d'accord? Soit elles se déforment et lorsqu'elles se déforment, elles doivent rester sur le seuil de plasticité qui est donné par le critère de Moore-Coulomb, d'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte, on obtient un modèle mathématique qu'on peut intégrer, donc des équations de dérivées partielles, qu'on peut intégrer exactement, c'est le modèle du prisme critique de Dallon, hein. Alors Dallon, c'est vraiment lui, alors là on parle des années 1980 par là, hein. Donc juste, c'est à peu près ça, quelques années avant que j'arrive au Canada, ça. Et alors ce modèle est vraiment intéressant parce qu'il prévoit effectivement, il donne pas le modèle, il donne pas ce modèle ne prévoit pas, comment dire, le détail des failles discrètes, donc il ne peut pas prévoir le détail de la fracturation des roches, hein, mais il prévoit, disons à l'échelle mésoscopique, à l'échelle du prisme, il peut prévoir la topographie, il prévoit l'angle des prismes, étant donné un angle à la base et un coefficient de friction, ou deux coefficients de friction, un coefficient de friction pour l'intérieur du prisme et un coefficient de friction différent à la base, possiblement parce qu'il y a une circulation de fluide ou qui diminue la friction, etc. Donc il prévoit de multiples choses sur un plan quantitatif, et donc c'est un énorme avantage qui est bien reconnu par la communauté scientifique, et tout le monde se précipite pour utiliser le modèle de Dallon.
Il prévoit aussi un phénomène de croissance autosimilaire pour le prisme. Donc finalement, en gros, les angles restent constants, hein, et on a vraiment une très jolie théorie mathématique des prismes accrétionnaires. En même temps, Dahlen, qui sait très bien comment utiliser et pousser son modèle, il va y introduire le rôle de la porosité, de la circulation des fluides, et aussi va s'intéresser à l'érosion, et donc va essayer de suivre finalement le trajet et l'exhumation des roches dans un contexte de prisme accrétionnaire. Donc on voit vraiment toutes les prémices des calculs suivants. Voilà. Alors, là, maintenant, alors ce qui va se passer, c'est que, enfin, nous, par exemple, hein, déjà, d'autres personnes comme Malavieille à l'Université de Montpellier, on va s'intéresser à l'application de ce modèle, mais vraiment à une grosse échelle, littéralement à l'échelle d'une collision continentale. Donc, au lieu de s'intéresser vraiment on va dire, à des phénomènes, disons, à plus petite échelle, on va finalement extrapoler et généraliser et aussi développer des outils numériques pour faire des calculs dans des contextes beaucoup plus généraux. Et aussi, et c'est là que bon, je vais développer des modèles qui seront concrétisés par des programmes comme Mozart, Sopal, et avec Jean Braun et d'autres personnes, Douar, etc. Nos modèles nous permettent beaucoup plus de prévoir beaucoup plus de choses, de varier les conditions limites, d'avoir des hétérogénéités de matériel, etc. Ils sont beaucoup plus flexibles et encore aujourd'hui, ils sont très, très, très largement utilisés. Ces codes-là, les codes que j'ai développés sont encore très utilisés dans le monde entier. Il y a des équipes à Toronto qui utilisent mes codes, il y a des équipes en Turquie, en France, en Australie, etc. OK. Quand je dis mes codes, bon, c'est vraiment moi qui ai vraiment développé ces codes en effet. Et après, ces codes ont été repris avec des post-processeurs, etc., etc. Toute l'équipe y a travaillé. Mais enfin, c'est quand même moi à la base qui ai écrit ces codes. Donc les montagnes sont inspirées par l'érosion. Alors, on peut regarder différents exemples, hein. Bon, j'ai parlé de la chaîne des Cascades. Bon, voilà, ça c'est un exemple aussi conceptuel de coupe, hein. Les cascades, la plaine, enfin le prisme accrétionnaire ici, la plaque qui subducte, effectivement des problèmes de fusion de roches puisque ces roches sont humides, donc elles contiennent de l'eau, donc il va y avoir une déshydratation, et dans cette déshydratation, il va y avoir une conséquence concomitante qui va être la fusion partielle des roches, hein. Donc formation de granit, etc., et ce qui est un élément du métamorphisme dans la chaîne continentale, là. OK. Alors voilà un autre exemple de petit dessin où vous voyez effectivement, toujours pareil, une plaque subductante. Et là, vous voyez effectivement, explicitement, vous voyez donc la déformation des roches, symbolisée par des traits comme ça verticaux, hein. Mais aussi le nuage qui symbolise les plus orographiques, et des phénomènes d'érosion intense qu'on observe soit en Vancouver. On sait très bien que les pluies sont intenses et que l'érosion est intense. Il y a d'autres endroits, évidemment, en Nouvelle-Zélande, etc. Euh, et là, ce qu'on voit aussi, c'est que s'il y a érosion, bien sûr, les couches intérieures vont migrer vers la surface, hein. Donc, il va y avoir un problème, pour dire, pardon, un processus qu'on appelle processus d'exhumation. Et ces roches vont être exhumées et on va retrouver donc des roches qui étaient enterrées à de grandes profondeurs, et on va s'intéresser à ces roches. Ça va être la deuxième partie de cette vidéo. Voilà, donc là, c'est encore on voit encore la même histoire, mais là, on essaye peut-être un peu plus de regarder qu'est-ce qui se passe
faille par faille, les mouvements donc les failles en chevauchement ici, hein, on a donc une compression. Alors, il peut y avoir des endroits, des places dans le prisme qui sont en compression, d'autres qui sont en extension. Mais là, le modèle initial de Dallon est vraiment limité, hein. Euh, nos modèles à nous permettent de faire beaucoup plus de choses. Et en particulier de prévoir quelles vont être les zones en extension, quelles vont être les zones en- quelles vont être les zones en compression, euh, et aussi de prévoir tout l'avenir, enfin tous les processus thermiques qui sont associés et qui sont couplés à ces déformations internes des couches dans le prisme. Alors là, on a un autre exemple, c'est Sumatra, hein, donc c'est la même idée. On a d'autres plaques et on a encore une fois ici le prisme accrétionnaire et avec toutes ces déformations intenses, d'accord, et une exhumation, d'accord, ici. Notez, vous voyez ici, c'est intéressant parce que vous voyez que les roches, l'exhumation est marquée vers la gauche ici, hein. Donc on a aussi cette notion, hein, de savoir exactement où est-ce que les roches vont apparaître, hein. Alors tout ça, ça va être une question d'angle et une question de force en présence, bien entendu. Là, oui, là, on a encore pareil. Alors là, on a le contexte de Taïwan. Avec encore une fois ici le prisme accrétionnaire symbolisé ici avec les couches qui sont en déformation relative les unes par rapport aux autres. D'accord. Et le bassin d'avant-arc ici. D'accord. Et puis du volcanisme, probablement, du volcanisme périphérique aussi, là. Alors, bon, nous, on a d'abord, dans nos modèles, on s'est d'abord intéressé à Nouvelle-Zélande, parce que c'est une terre de superlatifs. Là-bas, on y trouve des records d'érosion. Alors, pour vous dire que l'influence des puits orographiques, il y a 10 mètres de pluie par an, les pentes sont extraordinairement raides, donc il y a un transport très rapide, un transport de masse très rapide dû à la gravité, bien sûr. Il y a aussi, et concomitant et en couplage, hein, et il faut évacuer tout ça. Mais la vitesse d'aspiration, si vous voulez, dans cette chaîne qui est en équilibre, donc, hein, on produit autant de masse dans les montagnes qu'on en sort par érosion. Donc, il y a 1 cm par an d'uplift tectonique, c'est des taux d'exhumation phénoménaux. Et ça nous donne des taux d'érosion qui sont absolument gigantesques, qui vont jusqu'à 2,5 mm par an. Donc ça veut dire 2 à 3 km par million d'années. Donc en 2 millions d'années, toute la croûte y passerait, hein. Pour une croûte de 20 km d'épaisseur, toute la croûte y passerait. Le matériel doit bien venir de quelque part et encore une fois, là, on a vraiment un équilibre. D'accord. Alors, on essaye bien sûr alors, il y a toute la question d'essayer de reconnecter dans les airs les couches érodées, aujourd'hui disparues. Alors là, on voit un exemple typique de schéma. On voit la surface actuelle, en gros, hein, c'est les Alpes, une coupe des Alpes, avec la zone axiale au milieu, et la plaque ibérienne, la plaque européenne. Et ici, ben, vous voyez au-dessus, donc, on essaie de prolonger les couches, leur forme, pour voir comme elles sont reconnectées, disons, qu'avec les couches existantes à l'extérieur. Donc évidemment, il y a un retransport de masse, il y a érosion et transport de masse, travaillent toujours avec la tectonique. Alors, on a introduit aussi donc un modèle, on appelle ça le modèle à double vergence, où il n'y a pas de butoir. Le modèle est uniquement, comment dire, il est uniquement forcé par la base, par le frottement, par la base. Ces modèles prismes accrétionnaires deviennent donc très importants et on voit, par exemple, dans un autre papier de Dallon, on voit comment ils peuvent être appliqués pour modéliser les chaînes qui plient et qui cassent, fold and thrust belts,
typiques c'est les chaînes qui sont typiques, on voit par exemple typiquement à l'intérieur du continent nord-américain, hein. Donc là, on parle par exemple de terrains qu'on trouve à l'est des Rocheuses, hein, aux environs de Calgary, Ford and Thrust Belt. Et ça traverse du nord au sud une partie des États-Unis, du continent nord-américain. Alors là, là, ce que vous voyez, c'est un espèce de modèle numérique où on va essayer donc on va essayer de modéliser le raccourcissement donc dans les chaînes, dans des milieux cassants. On a donc une friction à la base, hein, une friction interne, et on essaye de modéliser, on appelle ça des duplex, c'est des formations en duplex, hein. Comment est-ce que ces unités vont s'imbriquer les unes contre les autres? Alors ça, c'est un modèle qui est un modèle très pénible, on va dire, hein. Et nous, enfin, nos modèles à nous, avec les éléments finis, les critères de Coulomb, on arrive à faire des modèles qui s'approchent de ça et qui sont vraiment généraux. D'accord? Alors bon, il y a beaucoup de références, bien sûr, des tonnes de références à voir en ligne, hein. Mais maintenant, je vais passer à la deuxième partie de cette petite exposé, et je vais vous parler de la mesure de l'érosion dans les montagnes. Alors, comment peut-on faire pour mesurer l'érosion des montagnes? Bon, vous avez vu que c'est vraiment, comment dire, l'érosion n'est pas un épiphénomène dans les chaînes de collision, hein, ou dans les chaînes côtières, hein. Elle est vraiment, l'érosion joue un rôle fondamental, et vous avez vu le couplage avec la tectonique. Alors, pour mesurer l'érosion dans les montagnes, pendant longtemps, on n'avait que les méthodes classiques. On regardait par exemple la taille des talus d'éboulement. On essayait de quantifier en regardant des photos, ou en regardant peut-être en prenant des photographies en vue d'avion ou vue d'hélicoptère, hein. On essayait de regarder un petit peu où la masse pouvait avoir été déplacée. On s'est aussi intéressé aux mesures de transport de sédiments dans les rivières, hein. Littéralement, on peut regarder les charges sédimentaires dans les rivières et essayer de voir ce qui se passe à ce niveau-là, combien les rivières sont capables de transporter de masse. Bon, après, le transport fluvial n'est pas le seul agent de transport, hein. Il y a d'autres phénomènes, notamment des phénomènes de diffusion le long des pentes, de fluage, etc. Fluage des sols, etc. Il y a aussi les mécanismes évidemment d'érosion éolienne. Mais en tout cas, donc toutes en regardant des volumes par exemple de sédiments qui avaient été, par exemple, des sédiments qu'on trouve, tout simplement des épaisseurs, on regarde des profils, par exemple des profils sismiques, on essaie de regarder qu'est-ce qui est sédimentaire, et on essaye d'avoir une idée du volume, des volumes de sédiments, par exemple, qui ont été déposés par exemple, dans l'océan. Donc, il y a toutes ces méthodes classiques, géométriques, qu'on utilisait, mais toutes ces méthodes-là, essentiellement, elles étaient surtout efficaces, on va dire, en bas des montagnes et non pas en haut des montagnes. Donc, la question est devenue la question suivante: est-ce qu'on peut développer des moyens de mesure, hein, ou avoir un paradigme pour mesurer l'érosion en haut des montagnes, et pas seulement dans les plaines alluviales ou dans le Piémont ou sur le talus continental, au niveau des grosses masses de sédiments en aval. Alors, la réponse est venue d'un ensemble de techniques qu'on appelle la thermochronologie de basse température. Et ça, on va voir que bon, en fait, cette technologie ou ces technologies, en fait, elles ont été dérivées
malheureusement, enfin directement en ligne droite, il y a une filiation avec des conséquences dramatiques du bombardement d'Hiroshima, hein, et de l'explosion de la bombe nucléaire à Hiroshima. À Hiroshima, puisque là-bas, on a donc étudié énormément les conséquences des rayonnements, hein, rayonnements radioactifs, en fait, toutes ces recherches ont fini par conduire à des choses plus positives, et notamment à la thermochronologie de basse température. Alors, euh, bon, alors comment aborder la thermologie de basse température? D'abord, il faut dire quelques mots sur la radioactivité. Bon, euh, on sait, ou vous savez peut-être, que la radioactivité est vraiment la source de chaleur qui tient, c'est la source d'énergie qui retient, enfin, qui fait que notre Terre ne meurt pas littéralement, hein, parce que sans radioactivité, notre Terre serait un astre inerte sans aucun intérêt, hein. Et c'est effectivement la chaleur dégagée par la radioactivité, l'énergie dégagée par la radioactivité qui permet de maintenir la Terre à une température raisonnable, et évidemment de maintenir des phénomènes tels que l'activité de la tectonique, etc. Donc la radioactivité peut jouer un rôle énorme sur Terre. Alors d'où vient cette radioactivité? Bon, dans la croûte, on a surtout de l'uranium, et on a plusieurs types d'isotopes. Et l'isotope le plus abondant, c'est l'uranium 238. Donc il est très abondant, c'est un isotope très abondant dans la nature. Il, euh, il, il se fissionne très très lentement, il n'est pas fissile et il n'induit pas de chaîne de réaction. Euh, on ne peut pas l'utiliser pour induire des chaînes de réaction de réaction en chaîne, une réaction de fission en chaîne. Alors en particulier, il y a un autre isotope, le U235, mais attention, alors ça c'est rien, c'est juste vous montrer simplement comment écrire avec la tech, comment écrire un élément avec des préfixes sur la gauche, hein. Là, il s'agit du thorium. Alors, il y a un autre isotope qui est très important, c'est l'U235, qu'on trouve aussi dans la nature. Mais alors là, lui, l'U235 est totalement différent, mais ce n'est pas un élément fils de U238, hein. Ce n'est pas parce que vous avez du U235 et du 238 que l'un a une relation de fils à père à l'autre, ou inversement. Ce sont différents isotopes, et U235 a une concentration négligeable comparée à U238. Alors, on a des chaînes de réaction qui sont vraiment compliquées, hein, mais on les connaît. Ça, c'est pour la chaîne de réaction pour U238. Et donc, effectivement, l'atome de U238 se désintègre spontanément, avec une certaine constante de temps. Mais, encore une fois, U238 ne se convertit pas en U235. Vous ne voyez pas de U235 dans cette chaîne, hein. Vous voyez du thorium, du plomb, du radon, du polonium, du radium, euh, du palladium, et voilà. Et du bismuth, peut-être ici, si je ne me trompe pas. Ok. Bon. Alors, on peut quand même, on peut effectivement prendre du uranium 238 et le transformer en U235, mais c'est un processus compliqué qu'il faut réaliser dans une usine d'enrichissement avec des processus mais ce ne sont pas des processus naturels qui vont convertir ou spontanés qui vont convertir de U235 en U238 en U235. Donc, gardez bien à l'esprit que nous avons deux atomes d'uranium, deux types d'isotopes d'uranium, hein, qui n'ont pas du tout les mêmes propriétés, ni la même filiation, et qui n'appartiennent pas à la même chaîne de désintégration. D'accord. Alors là, pour vous dire la différence entre U238 et U235, voilà, l'uranium 235
il ne compose que 0,72% d'uranium naturel. Le reste, c'est en gros du 238, hein. Et il est fissile, 235. Il peut soutenir une chaîne de réaction. C'est pour ça qu'on l'utilise, voilà, on l'utilise comme combustible dans les centrales nucléaires, ou on l'utilise dans les armes nucléaires, dans les bombes, et comme source d'énergie aussi dans certains satellites. Alors, quelles sont les constantes des intégrations? Là, on parle donc en désintégration par année. Et donc, les unités sont 1 par an, hein. Et là, on a donc deux types de réactions nucléaires, hein, pour l'uranium. On va prendre l'uranium 238. Soit on a donc une désintégration radioactive, soit on a une fission. Alors, désintégration radioactive, ça serait donc par, particule alpha, radioactivité alpha, d'accord? Donc il y a une émission, on casse U-238, on émet un noyau d'hélium essentiellement, et donc c'est une désintégration très désymétrique, hein, une petite particule et une grosse, une autre grosse particule, avec ce type de constante, hein. Et maintenant, on a un autre phénomène, fission, qui est beaucoup plus lent, hein, et qui produit, alors là, vraiment deux grosses particules. C'est plus, on sépare on sépare en gros le noyau en deux, hein. Donc vraiment deux processus totalement différents qui vont avoir des conséquences totalement différentes. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'utiliser la radioactivité dans certains minéraux, hein. Donc, on va s'intéresser à des cristaux qui eux-mêmes sont des cristaux qui sont dans des minéraux qu'on trouve dans certaines roches, et en particulier parce qu'on va vouloir faire de la datation radiogénique, et on va s'intéresser en particulier, bon, soit à l'apatite, soit aux zircons, hein. Alors, voilà l'apatite. À noter que c'est un minéral donc qui a une couleur souvent bleue, mais la couleur n'est pas toujours bleue, il peut être vert. Et en fait, son nom est un peu bizarre, il veut dire tromper. Ça vient du grec apatan, qui veut dire tromper, parce qu'on a souvent, on s'est aperçu que quand on essayait de reconnaître ce minéral, on le prenait souvent pour un autre. Et donc, c'est Abraham Gottlob Werner qui, en 1586, a finalement nommé l'apatite, et il l'a bien identifié. Alors, on n'est pas étonné d'apprendre que la famille Becquerel, qui est évidemment de grand-père en petit-fils, hein, avec Antoine, avec Henri, et avec Henri Becquerel, hein, ils se sont évidemment intéressés à la radioactivité, puisque Becquerel a découvert effectivement la radioactivité de l'uranium, hein. Euh, et on ne sera pas étonné de savoir que, effectivement, dans le musée de l'École des Mines, on trouve euh, ce petit minéral d'apatite, hein, qui a été collectionné en France, et qui est dans l'argile d'Auteuil. Et cette découverte-là est relatée dans un article paru dans les Annales des sciences naturelles en 1925 par Brongniart. Donc là, on a un petit cristal d'apatite qui a été collectionné par le grand-père d'Henri Becquerel, à savoir Antoine Becquerel. Donc, oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai regardé un petit peu, j'ai fait des recherches pour savoir qui d'autre dans la famille Curie avait utilisé l'apatite. Et en fait, Pierre Curie, donc le mari de Marie Curie, euh, dans les années 80, dans ses recherches sur la piézoélectricité, a essayé toutes sortes de minéraux, hein, pour essayer de voir quels cristaux généraient de l'électricité polaire sous pression. Donc on parle de l'effet piézoélectrique. Et en fait, il a démontré en particulier que dans l'apatite, il n'y avait pas de production d'électricité polaire, hein. Euh, voilà. Donc on retrouve aussi de l'apatite dans les eaux.
Et là, à savoir, il y a une chose intéressante, c'est que s'il y a de l'apatite dans les os, on pourrait se poser la question, mais alors pourquoi ne pas utiliser, l'apatite, les méthodes de datation dont je vais vous parler, qui utilisent l'apatite, pour dater, par exemple des restes, fossiles en archéologie ou des restes fossiles d'eau, hein. Et en fait, le problème, c'est que, il y a des flux d'uranium dans les fossiles, dus notamment à la diagénèse, qui sont trop compliqués pour permettre l'application, donc qui violent finalement les hypothèses dont on a besoin dans l'analyse de traces de fission. Et on ne peut donc pas utiliser, malheureusement, les méthodes classiques de datation qu'on utilise pour l'apatite sur des échelles géologiques dans les roches. On ne peut pas les utiliser pour des os, même si l'apatite est en effet un constituant majeur des os. Ok, alors on a aussi d'autres minéraux qui peuvent servir, comme les zircons. Alors les zircons, ils sont plus durables et peut-être que c'est un meilleur choix pour étudier des roches, on parle de l'Archéen, des roches de 3 milliards d'années. Donc, quand on veut étudier des roches dans le précambrien, euh, l'information qui est contenue dans les apatites au niveau des âges et au niveau de l'histoire thermochronologique du minéral, elle va être plus instable que celle qu'on trouve dans les zircons. C'est pourquoi on préfère utiliser des zircons. Et là, j'ai un exemple, j'ai juste collectionné un exemple ici, dans une étude qui compare effectivement l'utilisation d'apatite et de zircon pour de tels problèmes, la datation de roches dans le précambrien. Ok. Bon. Alors, voilà. Alors maintenant, donc, on sait qu'on a donc de l'apatite, un minéral intéressant. Cette apatite contient de l'uranium 238 et de l'uranium 235. Et donc, comment va-t-on se servir de ce minéral? C'est maintenant ce que je vais vous expliquer. Et à quelle fin? Alors, ok, donc là, je vous ai déjà parlé de la désintégration alpha, hein, et de l'autre type de désintégration qui est la désintégration par fission, hein. Et là, maintenant, ce que je vais faire, et c'était en fait là, on en vient vraiment à ce qui a motivé cet exposé, c'est-à-dire que je voulais préparer pour mes étudiants, je voulais préparer un exemple d'application des modèles statistiques ou des modèles probabilistes à voilà, un problème concret. Et je me suis dit que l'application de modèles de probabilité à l'analyse des traces de fission, c'était un bon exemple d'application. Bon, alors voyons comment ça marche. Donc, on va supposer, hein, que la désintégration par émission alpha, qu'un atome, un atome quelconque, regardons un atome pris au hasard, un atome d'uranium, et alors on va donc postuler qu'il se désintègre au bout d'un temps aléatoire, et au bout d'un temps aléatoire, disons D pour decay, ou désintégration, si vous voulez, désintégration alpha. Et alors, il peut se fissionner, hein, donc en deux éléments plus gros, rappelez-vous la différence, hein. Donc, au bout d'un temps aléatoire, un autre temps aléatoire, S. Alors, le modèle classique, c'est qu'une bonne représentation de ces temps aléatoires, c'est une distribution exponentielle. Et ça, c'est ce que j'ai présenté à mes élèves dans le chapitre 4 de mon cours, hein, de mon cours de probabilité. Alors, la probabilité, donc on est intéressé par le calcul de la probabilité qu'un atome se fissionne ou se soit fissionné, donc ait subi un processus S quand on arrive au temps T. D'accord? Alors, on veut que ça fissionne
avant que ça se désintègre par des intégrations alpha et que ça se passe avant le temps t. Et donc, on peut facilement appliquer la théorie, hein, et voir que la probabilité donc de cet événement, que le temps aléatoire, le temps exponentiel soit inférieur à t. Donc là, j'utilise simplement la définition de mon événement. Le temps aléatoire qu'il faut pour fissionner est plus petit que t, et il est plus petit que le temps aléatoire de fission. Et grand S et grand D sont des variables aléatoires distribuées comme des distributions exponentielles, avec des taux lambda f et lambda. Donc lambda f pour fission et lambda pour decay. D'accord? À noter que donc on obtient cette relation qui nous donne la probabilité pour que l'atome se fissionne au bout du temps t. On n'est pas vraiment intéressé par le decay par désintégration alpha, la désintégration alpha, parce que ça n'a pas les mêmes conséquences pour le cristal et pour les traces de fission. OK. Il y a plus d'énergie pour endommager le cristal dans la désintégration par fission. Donc le processus qui est généré en temps aléatoire S. Alors le rapport des constantes de temps ici, hein, des paramètres de l'exponentielle, vous voyez que la fission est beaucoup plus lente, beaucoup plus improbable que le decay alpha. Hein. Et donc, à cause de ce rapport, on pourra, si on veut, négliger, quand on calcule lambda f plus lambda, on voit que lambda f est très négligeable par rapport à lambda, donc on peut aussi mettre lambda, si on veut. Voilà. OK. Alors, donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va donc modéliser les positions dans l'espace où se passe la désintégration, hein. Donc, on va utiliser un processus de Poisson dans l'espace tridimensionnel. Alors, on va voir que pour pouvoir comprendre toute la dynamique de ce processus, il faudrait pouvoir mesurer la concentration d'uranium et le nombre d'atomes U238 qui sont fissionnés. D'accord? Alors, on va introduire des quantités clés. D'abord, taux 0, c'est la concentration, c'est-à-dire le nombre. Alors, les taux, quand je parle du symbole taux, je parle de nombre d'atomes par unité de volume. Alors, on va avoir d'abord taux 0, la concentration, c'est le nombre d'atomes U238 par unité de volume dans le cristal hôte. Ensuite, on va considérer donc deux quantités absolument fondamentales qui sont des densités volumiques de compte, donc compte par unité de volume. Alors, le premier taux, c'est le nombre le nombre espéré ou attendu d'atomes fissionnés du U238 par unité de volume dans l'échantillon. Et taux C, c'est la concentration volumique d'atomes U238 dans l'échantillon, mais dans l'échantillon au temps courant, hein. Donc là, on parle d'atomes fissionnés et là donc ce sont des événements de fission d'un atome 238, et là, les atomes, ça prend la concentration d'atomes 238. Alors le rapport entre ces deux densités de volume va nous permettre d'estimer l'âge depuis la formation du cristal, à supposer que l'âge n'a jamais été remis à zéro. J'expliquerai cette notion plus tard. Donc là, on peut en fait, ici, dans la première équation, on voit une relation entre donc la densité volumique de compte d'atomes fissionnés, hein,
c'est simplement la quantité présente dans l'hôte multipliée par la probabilité de fission au temps t. Donc ça, on a évidemment une quantité qui varie avec le temps. Après, on a donc la deuxième équation, hein, qui résulte simplement du fait qu'on a un processus exponentiel, et en fait le rapport. Et tout ça, c'est une conséquence de l'hypothèse qu'on a faite sur la nature des distributions, qui est exponentielle. Et alors donc, en inversant cette formule-là, on connaît lambda f, on connaît lambda, mais on voudrait connaître T, qui est l'âge depuis la formation du cristal, donc du minéral, hein, âge depuis la formation du minéral. Et là, on a la quantité expérimentale, hein. Donc, c'est de ça on va inverser, on va retourner on va exprimer T en fonction de ce rapport, ce qui est très facile. Mais la difficulté, c'est d'estimer ce rapport. Comment estimer tau, comment estimer tau C. Alors, je vais vous montrer comment faire ça. Alors, on va d'abord devoir faire un travail géométrique, hein, sur les distributions. Puis ensuite, je vais vous montrer comment utiliser tau C, qui est la densité courante d'uranium dans l'échantillon, avec une méthode qu'on appelle la méthode de détection externe. Alors d'abord, commençons par une description. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de montrer comment on peut développer un modèle probabiliste qui nous permet de prédire la densité de surface des comptes de traces de fission. Parce qu'on va voir que le processus physique de mesure, c'est de créer des lamelles d'apatite coupées, coupées de façon appropriée, de les polir et en fait de faire ressortir des traces à leur surface. Donc on va compter des traces à la surface, et donc on veut bien, ce qu'on veut, c'est donc lier nos modèles théoriques où on a les densités volumiques, donc ça se passe dans le volume, et on veut pouvoir les transformer en des quantités de densité surfacique, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va dire simplement que on va paramétriser finalement une trace comme ayant trois caractéristiques, une longueur, une orientation, phi et θ. Donc, à translation près, toutes nos traces de fission sont, si je les ramène à une origine, d'accord, elles ont une certaine orientation qui est donnée par l'angle θ ici, hein, donc on a x, y et z, x, y et z pointent vers le bas ici. On a les deux angles, par exemple deux angles de l'air, θ ici, et puis après phi, hop, et voilà la trace ici. Voilà la trace qui nous intéresse. C'est une trace de fission dans le réseau, hein. Alors cette trace de fission, elle a été créée par l'endommagement dû à l'expulsion donc de deux noyaux lourds et très énergétiques dans le cristal. Donc cette explosion finalement, ou cette désintégration, bombarde le réseau cristallin, et en bombardant le réseau cristallin, on ionise les atomes, et donc il y a des forces électrostatiques, nouvelles forces électrostatiques de perturbation qui perturbent les réseaux, qui déplacent les atomes, et donc on provoque des déchirures finalement dans le réseau cristallin, déchirures qui sont matérialisées par des traces visibles sous microscope. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des techniques de gravure, hein, littéralement de gravure chimique, pour faire ressortir ces traces de fission, donc à la surface de nos sections polies d'apatite. OK. Donc là, on a une densité de probabilité qui est la probabilité d'observer une trace de fission dans cet état, L, phi et θ.
Alors, on va simplifier, on va utiliser un modèle très simple, le modèle le plus simple, le modèle isotrope, hein, où on va supposer que tout est isotrope, qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'effet d'orientation, et que, par contre, il peut y avoir un effet de la longueur. Donc, les longueurs n'ont pas à être, les traces n'ont pas besoin d'avoir une trace de longueur L1 n'a pas nécessairement la même probabilité d'apparition qu'une trace de longueur L2. Et on va donc simplement modéliser ça par une fonction qu'on n'a pas besoin de déterminer pour l'instant. Je n'en parlerai pas d'ailleurs. Cette fonction modélise donc la distribution des longueurs de traces, hein, en apps. Et pour les autres paramètres, on a vraiment isotropie. Et on aboutit donc en 3 dimensions à cette distribution. Alors maintenant, on va vouloir regarder le nombre n de traces, de traces qui intersectent une surface unité dans le plan YZ. C'est ça qui va nous intéresser. Et donc, avec un petit calcul de probabilité, enfin, tout simplement un calcul d'intégrale, on va réussir à calculer la valeur attendue, la valeur espérée de n. Bon, c'est juste une application de la notion de valeur moyenne. On peut aussi calculer les variances, on peut calculer des moments, etc. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la valeur moyenne. Alors, pour faire ça, on va regarder le nombre avec ce nombre-là, mais limité à x, c'est-à-dire on va prendre ces 3 paramètres et que je note x, l, phi, θ ici, d'accord? On va d'abord considérer n en fonction de x et intégrer sur ces 3 paramètres, d'accord? Et en fait, n de x, c'est quoi? C'est le nombre de traces dont le centre, donc le centre de la trace, intercepte un parallélépipède de hauteur. Et alors, la hauteur, je la calcule pour que, en fait, elle caractérise les traces qui intersectent une aire de surface 1 dans le plan YZ. D'accord? C'est un petit exercice de géométrie. Et alors, donc, là, j'ai donc un parallélépipède de volume, donc surface 1 et hauteur h, hein. Donc, le volume, c'est 1 fois h, c'est h. Et donc maintenant, ce que je peux faire, c'est je peux calculer en multipliant cette densité de probabilité ici par le volume, hein, densité volumique par le volume, j'obtiens effectivement le nombre de traces par le nombre de traces par unité de volume, qui est ça. D'accord? Et enfin, donc, je peux intégrer sur x, et en intégrant n de x sur x, donc j'utilise ma distribution de probabilité, d'accord? Je peux montrer que cette intégrale me donne 1/2 de taux multiplié par mu L, hein. Alors, mu L, qu'est-ce que c'est? Mu L, c'est l'espérance de ma fonction de longueur, hein. La distribution, vous vous rappelez que la distribution de longueur, c'est ça. La distribution de probabilité en longueur est ça. D'accord? Ça, c'est la densité de probabilité de la distribution des longueurs. Et donc, j'ai intégré ça et j'ai intégré L avec cette distribution et je trouve ça. Donc, en fait, on trouve une équation qui lie simplement finalement, les densités volumiques et l'espérance de la densité de surface. D'accord? Et on va réutiliser cette équation dans la méthode du détecteur externe. OK? Alors, comment est-ce qu'on montre cette formule? Bah, c'est pas difficile puisque toutes les densités sont séparables. Vous voyez que là, toutes les fonctions sont des fonctions d'une seule variable. Donc, il n'y a aucun problème, hein, je remplace h de x par le volume
par la hauteur du parallélépipède, qui lui-même est une fonction de phi et θ. Ça a été ajusté pour toucher pour que la trace intersecte la surface cible. Et donc là, vous voyez un produit de fonctions séparables, donc vous pouvez prendre le produit des intégrales. C'est ce que je fais là. Et donc, voilà, on a facilement, on applique cette formule-là, qui est une formule évidente. Et c'est donc comme ça que nous pouvons obtenir cette équation qui est très importante, hein, qui nous permet de lier nos quantités théoriques, là, à une quantité que je peux mesurer expérimentalement. OK. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour estimer la densité volumique d'atomes de U238 courantes? Alors, tous ces problèmes de datation radiométrique sont dans tous ces problèmes-là, pas seulement le problème de datation par trace de fission, mais aussi dans les problèmes de datation, par exemple, avec d'autres horloges radiométriques, hein, comme rubidium, strontium, etc. Les méthodes classiques de datation radiogénique, hein. On a toujours ce problème d'une part de compter les éléments par an et de compter les éléments en fils. OK? Et donc, ce qu'il nous faut, c'est une méthode pour donc estimer la richesse finalement en atomes d'uranium qui est couramment dans le minéral d'apatite. Et ça, ça n'est pas si facile. D'accord? Alors, on va utiliser un fait très important, c'est que dans un état, on sait que les deux filières, U235 et U238, sont séparées, hein, au niveau de la désintégration. Et donc, en état d'équilibre, on a une constante, un rapport isotopique constant qu'on peut appeler bêta. Et en fait, on sait que ce rapport, c'est simplement le rapport des abondances dans la nature. Rapport naturel, c'est ça. Donc, on a cette constante bêta. Alors, la première idée clé, hein, ça va être d'utiliser, au lieu de mesurer 238, on va mesurer taux 235 et on va utiliser ce rapport pour avoir en fait une mesure proxy, un succès d'année de la concentration de U238. Hein, donc ça, c'est la première idée clé. Mais alors, comment va-t-on mesurer U235? Donc là, on utilise une autre idée clé, hein, qui est la deuxième idée clé. Eh ben, on va tout simplement irradier, puisque U235 est fissile, on va le bombarder avec des neutrons thermiques. Donc ça, c'est la deuxième idée. Et ça nous donne, ces deux idées-là, ça nous donne la méthode du détecteur externe, dont je vais vous parler plus tard. Donc, je vais vous présenter la méthode du détecteur externe, enfin, disons les détails, pas les détails, mais en gros, la procédure expérimentale, hein. Et je vais vous parler donc maintenant finalement, de ce à quoi on arrive, à savoir l'équation de détermination de l'âge par trace de fission. Alors, on a besoin de connaître le nombre de neutrons, donc le flux de neutrons thermiques, nombre de neutrons par centimètre carré. On appelle ça l'affluence de neutrons thermiques. On peut la mesurer, on peut l'ajuster, hein, simplement un faisceau de neutrons. Enfin, on suppose qu'on a un accélérateur de particules, qu'on peut produire des neutrons et bombarder notre cible. OK? Alors, on va noter phi, cette quantité-là. Après, on a besoin aussi de savoir quelle est la section de diffusion sigma de l'uranium 235. Et là, on peut la déterminer expérimentalement, hein. Alors là, on est dans le même type de modèle que ceux qu'utilisait Rutherford dans ses premières expériences sur la structure interne de l'atome, hein. Ça, c'est exactement ça, hein. Alors, donc, on a sigma, on connaît sigma expérimentalement.
Voilà. Et donc, la probabilité qu'un atome U-235 est fissionné peut s'exprimer donc en combinant ces deux paramètres, à savoir la section de diffusion sigma et la puissance de frappe, hein, l'intensité ou le flux de neutrons. Voilà. On comprend que la probabilité de fission soit due à fission induite, hein, par ce bombardement, fission des U-235. On comprend qu'elle soit proportionnelle à la source. Alors du coup, si on multiplie cette probabilité par la densité volumique d'uranium 235, on va obtenir le nombre attendu par unité de volume d'atomes U-235 fissionnés. D'accord? Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on utilise comme appareil pour... voilà, ça c'est un exemple d'appareil qu'on utilise pour polir des minéraux, hein. J'ai pris ça de l'Institut ISTER, qui est un institut de recherche en France. Ça, c'est leur labo, où on voit toute la chaîne de microscopes, hein. Donc, quelque part, on a besoin d'un accélérateur de particules, on a besoin d'un appareil pour polir, et on a besoin de microscopes pour observer les traces. D'accord? Alors maintenant, on va maintenant utiliser la formule qu'on a dérivée plus haut. Rappelez-vous cette formule-là, hein, la formule qu'on a dérivée plus haut qui est ici, hein. C'est là qu'on va l'utiliser maintenant, mais dans un contexte un tout petit peu différent. Donc, dans ce contexte d'irradiation de U-235 par des neutrons. Et donc, on va obtenir maintenant donc la densité des traces qui intersectent la surface de mica. Alors, la surface de mica, c'est la surface de détection. Et au lieu d'avoir 1,5, donc ρ I, c'est pour densité de surface du nombre de traces induites dans le mica, hein. Et on n'a pas un demi, on a un quart parce qu'on prend juste un demi-espace dans le mica. Vous allez voir tout à l'heure dans les dessins la géométrie de la situation. Et donc en fait, là, en supposant que la longueur des traces de fission est la même pour les traces spontanées et les traces induites, donc mu irradiation égale à mu tout court, hein, mu L, alors on obtient finalement cette équation qui est l'équation fondamentale de l'âge par la méthode détermination de l'âge par donc la méthode du détecteur externe, hein. Alors on peut l'écrire cette méthode de plusieurs manières, mais en fait, voilà, ce qui est important, c'est que maintenant on a tout. On connaît tous les paramètres, d'accord? Et tout revient en fait, à la mesure de ces densités de surface. Donc on compte maintenant des traces de fission sur la surface dans le mica ici et dans la roche, hein. Et en ayant ces deux comptes-là, on peut déterminer l'âge par cette équation. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais en fait, on peut extraire beaucoup plus que l'âge. Et en fait, la clé, très souvent, ce n'est pas seulement l'âge qui nous intéresse, mais c'est toute l'histoire thermochronologique. Et alors, je vais vous donner des exemples d'applications Alors, d'abord, pourquoi est-ce que je parle d'importance et de thermochronologie? Pourquoi? Alors, on ne le voit pas très bien sur cette équation-là, puisque là, on s'est concentré sur l'âge, d'accord? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ces traces de fission, leur longueur varie
avec la température. Et pourquoi? Pourquoi la température? Donc vous ne voyez pas évidemment, directement de température dans ces équations-là, hein, parce que j'en ai pas parlé. Mais pourquoi est-ce que la température joue un rôle? Bah, tout simplement parce qu'elle va, cicatriser, elle va jouer un le cristal, le dommage dans le cristal va, pouvoir se cicatriser à plus haute température. Donc il y a une cinétique de cicatrisation. Plus le cristal d'apatite est, chaud, plus ces traces vont se cicatriser, les atomes vont pouvoir se rebouger et se remettre dans leur position, la position originale dans le cristal. Donc retrouver leur configuration. Le cristal va retrouver sa configuration d'équilibre et les traces vont disparaître. Alors les traces disparaissent complètement à une température dite température de fermeture. À cette température-là, toute le chronomètre, et toute l'histoire est effacée. Ce qui veut dire que l'apatite, quand l'apatite se trouve au-delà de cette, température, en fait des couches profondes, dans une couche profonde par exemple, au-delà de l'isotherme, 110 degrés, parce que c'est ça la température de fermeture pour l'apatite, alors, ces traces-là vont être cicatrisées. Puis, quand on va passer à travers cet isotherme, les traces, vont subsister et en fait, donc la longueur des traces, sera d'autant la distribution va être les traces vont être de plus en plus longues, d'autant plus longues, et abondantes que on va dire que, le matériau est froid. Toute chose, toute autre chose étant tout autre facteur étant égal par ailleurs. D'accord? Donc on voit une relation entre l'exhumation des roches, le fait que les roches soient portées à la surface par un processus d'érosion. Si on ôte des couches de roches de la surface, et ben, une roche qui était en profondeur va devenir exposée à la surface, donc c'est-à-dire sa profondeur va diminuer, diminuer, diminuer. Au bout d'un moment, la roche va être exposée à la surface. Elles vont traverser elle va se retrouver placée à différents niveaux de géotherme jusqu'à se trouver à une température de 0 degré. Donc ce parcours est enregistré finalement dans les traces, dans la distribution des traces de fission. Et c'est ça vraiment une caractéristique clé de cette méthode de thermochronologie par trace de fission à basse température. Alors, si la température est trop élevée, on ferme tout, il n'y a plus de traces, on écrase tout. Si la température est trop basse, alors la dynamique disparaît, c'est-à-dire que, les traces sont gelées, il n'y a plus vraiment de variation. Donc la zone optimale dans laquelle on veut utiliser ce thermochronomètre, hein, et ces traces de fission, c'est pour l'apatite, entre 60 et 110 degrés Celsius. Alors, un exemple d'application donc de ces concepts, hein, c'est, comment est-ce qu'on peut estimer, par exemple, quelle va être, on parlait d'érosion dans une chaîne de montagne. Comment est-ce qu'on peut donc estimer le taux de dénudation ou le taux d'exhumation ou le taux de dénudation? C'est pas ce que vous pensez. Ici, là, on parle de, dénudation, ça veut dire simplement que, la roche, est exposée finalement en temps fini à la surface, une roche qui était en profondeur. Alors comment est-ce qu'on peut savoir combien de mètres ou de kilomètres ont été, dénudés, combien de kilomètres de roches ont été dénudés, mettons en 1 million d'années? Eh ben, on va utiliser la profondeur jusqu'à l'isotherme critique, hein, donc dans un géotherme qu'on fixe, la température, dans un géotherme, disons continental, typique, on connaît la progression de la température avec la profondeur, hein, dans une situation, on va dire idéale, parfaite et donc on va utiliser ce géotherme et pour placer finalement, pour calculer la température, la profondeur correspondant à une température de 110 degrés. La température de clôture, de fermeture du minéral.
Et donc, on a une épaisseur, hein, et comme on vient de voir comment calculer un âge, en divisant l'épaisseur par l'âge, on obtient le taux d'inondation. D'accord? Donc, c'est fantastique, c'est une méthode fantastique parce qu'elle nous permet de mesurer l'érosion sans avoir donc ce qui s'est passé au-dessus, hein. Là, on parle de mesurer combien de roches ont été finalement euh, transportées hors de au-dessus d'un point donné, hein. Quelle a été la couche, l'épaisseur de couche érodée, in absentia, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, on n'a pas cherché à avoir d'informations sur où ce matériel allait. Donc on voit très bien la différence tout à fait fondamentale entre la méthode qui consiste à se baser sur le transport, hein, et cette méthode-là qui mesure l'érosion in absentia, en l'absence des roches érodées. Et là, c'est ce que j'ai réécrit, hein. Avant ces méthodes-là, on utilisait des méthodes totalement différentes basées, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. D'accord? Alors, quelques mots peut-être encore pour terminer. Donc suivant, donc quels vont être les résultats de ces calculs d'âge, par exemple? Alors là, vous avez un exemple tiré de Galbraith, 1990, un papier publié par R.F. Galbraith en 1990. Là, vous avez donc 2 types de roches, de minéraux plutôt, pas de roches, mais de minéraux, donc d'apatite. Il y a 20 cristaux qui ont été 20 cristaux d'apatite qui ont été étudiés, un par un. On a déduit leur âge, d'accord? Mais là, c'était des cristaux qu'on a récoltés à la surface, donc là, on parle des cristaux en noir ici. Et là, ces cristaux-là, par contre, les 30 cristaux d'apatite, là, ont été collectionnés dans un puits de forage. D'accord? Et vous voyez très bien que les âges sont concordants et homogènes à peu près vers 100 millions d'années, 100 millions d'années pour les échantillons, les grains d'apatite noirs, les cristaux noirs, mais pas du tout homogène pour les cristaux blancs, ce qui correspond à, en fait, cette hétérogénéité montre toutes les variations auxquelles les cristaux d'apatite ont pu être exposés euh, euh, dans leur parc, dans leur histoire thermique. Et là, on a les âges qui s'échelonnent entre 0 et l'âge de déposition, hein. Donc, en analysant bien les distributions de longueur et d'orientation des apatites, et en regardant la dynamique des longueurs des traces, on arrive à finalement regarder et à déduire des conséquences sur, sur des phénomènes tectoniques. Voilà un exemple. Donc là, voilà un exemple théorique, hein. On va voir le lien entre l'âge, la profondeur et la température et la manière dont tout ça, ça interagit avec, avec les longueurs des traces et leur distribution. Alors là, vous avez typiquement un exemple d'histoire thermique qui commence par une histoire de déposition. Donc, imaginez un cristal d'apatite qui est enfoui maintenant parce qu'il se trouve que il y a sédimentation. Donc, on ne parle pas seulement d'exhumation, mais aussi de sédimentation. Donc, là, l'apatite va être enfouie, d'accord? Donc, sa distribution de traces de fission va être modifiée de manière concomitante, d'accord? Elle va être enfouie à une certaine profondeur. Et ensuite, hein, il va y avoir une uplift tectonique. Alors là, il peut y avoir différents mécanismes, soit érosion, soit
un rebond isostatique, soit un phénomène d'extension et une faille normale qui joue et finalement un des éléments de la faille est découvert avec le temps. Alors que donc si le bloc surjacent de la faille laisse la faille à découvert, ben, on va obtenir cet effet, d'accord. Et donc on va avoir ici on va avoir donc une trace on va avoir une signature de cet événement ici, hein, événement brusque qui est intervenu au temps TU. Alors on pourra essayer peut-être de déterminer l'âge de cet événement, hein, à partir en utilisant les traces de fission qu'on voit dans les cristaux d'apatite. Ah ouais, quelques mots en fait pour aussi pour dire d'où vient la méthode du détecteur externe, hein. Alors avant, quand on regardait les phénomènes radioactifs et qu'on essayait de regarder de compter finalement des intégrations, on utilisait des chambres à bulles. Et il y a vraiment une histoire très intéressante qui est l'histoire du développement dans les années 60. On parle du développement de ces méthodes, notamment par Fleischer, Price et Walker, qui se sont intéressés à des mécanismes pour détecter, mais dans des solides, non pas dans des chambres à bulles, mais dans des solides, des traces de fission. Et donc, tous ces travaux ont été vraiment les travaux pionniers qui ont permis de développer toutes les méthodes qu'on utilise maintenant en géologie et en thermochronologie. Là, par exemple, j'ai trouvé un article très intéressant en 1967 où on parle de datation par analyse de traces de fission et où on utilise le recul, les traces de recul des particules alpha. Donc, c'est encore une méthode différente. Et là, l'intérêt, c'était de dater des météorites. La biographie de Fleischer est intéressante aussi. On peut la trouver ici, hein. Alors là, je vais juste vous montrer un petit peu quelques images. Ça, c'est ce qui se passe dans le mica quand on bombarde le mica par quand on bombarde l'échantillon euh, par, euh, par un faisceau de neutrons, d'accord, et qu'on utilise le mica la feuille de mica comme récepteur. Voilà la méthode, hein. Donc ça, voilà, donc on se sert d'une couche ici, qui est une feuille de mica, qu'on pose sur l'échantillon d'apatite, ici, là, hein, et c'est là qu'on va détecter compter nos traces, notre densité de traces ρI. Ok. Alors, vous pouvez lire évidemment la température là-dessus, hein, la littérature est abondante, d'accord. Un autre point, c'est qu'on peut dire effectivement qu'on a le design expérimental de cette expérience. Vraiment, on s'intéresse à deux processus de poissons qui suivent des distributions de poissons indépendantes. Et c'est le rapport qui nous intéresse. Et donc, on a les nombres des traces spontanées, les nombres des traces induites, et elles décrivent des lois de Poisson. Alors, UJ, c'est la densité surfacique, et AJ, c'est la surface qu'on étudie, et J, c'est le numéro du grain, hein, parce qu'on utilise ça on va dire, on utilise vingtaine ou une trentaine de grains, ou de petits cristaux. Et c'est comme ça comme ça, on a une idée de la concordance des âges, etc. Et donc, on a vraiment les données. Les données sont des données qui sont de ce type, qui sont de ce type-là. On appelle ça des paires, des paires appariées, hein, des données appariées, puisque pour chaque grain, on va donc mesurer un nombre de traces spontanées par unité de surface et un nombre de traces induites par unité de surface. Et c'est vraiment le fait que ces traces soient
ces mesures soient appareillées qui nous permettent de faire l'estimation du paramètre lambda. Et l'estimateur du paramètre lambda, c'est simplement le rapport entre le nombre total de traces de fission divisé par le nombre total de traces induites. On peut facilement montrer que l'estimateur du maximum de vraisemblance de ce paramètre lambda, c'est ça. Voilà. Alors, ayant dit ça, ces méthodes de datation par trace de fission ne sont pas très faciles. Euh, il y a beaucoup de discussions sur la fiabilité de ces méthodes. On a essayé de les améliorer. On sait qu'il y a des facteurs qui jouent, tels que l'hétérogénéité de la teneur en uranium, par exemple. Et des fois, on tombe sur, si on peut dire, un os. Alors, tout ça, c'est évidemment très, très étudié. Il faut être un spécialiste pour arriver à utiliser ces méthodes, hein. C'est la non-robustesse dans certains cas de la méthode du détecteur externe a poussé les gens à trouver d'autres approches. Il y a une approche qui s'appelle LA par ablation laser, qui s'appelle l'approche LA-ICP-MS. Mais dans le fond, et bon, il y a d'autres facteurs qui jouent, par exemple le rapport entre la quantité de fluor et la quantité de chlore dans l'apatite, etc. Donc, ce n'est pas une technologie facile à manipuler, mais potentiellement, elle permet d'apporter d'énormes informations sur sur les contextes géodynamiques et sur le couplage entre géodynamique et érosion. Alors là, voilà, je vous ai pris quelques images là pour conclure. Je pense qu'il faudrait il faudrait il faudrait une autre session pour parler de toutes les applications possibles, de toutes les applications possibles selon le contexte géodynamique ou tectonique de ces méthodes de thermochronologie à basse température. Voilà un exemple dont je parlais tout à l'heure, hein. On a une extension, fine normale, et on découvre ici, donc, imaginez un cristal d'apatite ici, et là, vous le refroidissez, hein, ou vous l'exposez à la surface, il est exhumé simplement par un mouvement sur, par exemple, une faille électrique. Voilà. Euh, Là, vous avez d'autres exemples. Vous voyez, toutes ces couches sont coupées, donc il y a évidemment de l'érosion et donc il y a de l'exhumation. Alors après, bon, on peut collectionner les exemples d'applications. Gallagher a écrit en 1998 un très bon papier sur les applications des traces des méthodes de traces de fission par apatite en géologie. Ça, c'est vraiment un tour assez intéressant de ces méthodes et des applications à des problèmes géologiques. Il y a des applications en Corse, sur la Corse, etc. Les applications sont multiples. Un de mes anciens collègues, Jean Braun, est un spécialiste de la modélisation de ces traces de fission. Sinon, je recommande aussi des lectures telles que celle de Gunnel Flatout, 1998, Sommerfeld, etc. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tour de la datation et de la thermochronologie à basse température et du développement de modèles probabilistes pour euh, faire des calculs vous a intéressé et je m'arrête ici. À bientôt pour un autre atelier de science. Merci d'avoir écouté.